le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 11 mars. L'Angola va déployer une unité de son armée en RDC. C'est la présidence même de ce pays qui l'annonce. Dans un communiqué, Luanda précise que le déploiement de ses troupes est consécutif à l'échec du cessez-le-feu dans la guerre au Nord Kivu. À la une également, Martin Fayulu Matata Ponyo côte à côte ce samedi à Kinshasa avec les militants pour soutenir les FRDC dans la guerre de 2023. Les militants d'Ensemble pour la République étaient aussi de la partie. La marche a failli donner lieu à une confrontation surtout avec la suscite déjà des réactions RDC. L'Angola va déployer une unité militaire en République démocratique du Congo après l'échec du cessez-le-feu qu'il avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23. Enoxi. L'objectif principal de cette unité est de sécuriser les zones où sont stationnés les membres du M23 dans l'est du pays et de protéger les membres d'une équipe chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu, a déclaré la présidence angolaise dans un communiqué. L'est de la RDC, frontalier notamment du Rwanda, est le théâtre d'une flambée de violences depuis que la milice du M23 a repris les armes fin 2021 et s'est emparée des pans entiers du territoire. L'Angola joue un rôle de médiateur dans ces conflits, mais le cessez-le-feu qu'il avait négocié a été rompu mardi, le jour même où il devait entrer en vigueur. Luanda a précisé que sa décision d'envoyer une unité militaire a été prise après des consultations avec Kinshasa et ajouté que les Nations Unies et d'autres dirigeants de la région en ont été informés. Le déploiement de ces troupes doit être approuvé par le Parlement angolais où le parti au pouvoir depuis les années 1970 possède une majorité confortable. Aucun détail sur la taille de l'unité qui sera envoyée en RDC n'a été donné dans l'immédiat. Cette décision intervient alors que des violents combats ont été rapportés à l'est de la RDC, après de la grande ville de Goma, de plus en plus menacée par la rébellion du M23. En 2012, le groupe s'est brièvement emparé de Goma avant d'être chassé par une offensive conjointe des forces du Congo et de l'ONU. Mais les combats ont repris fin 2021 après que le M23 ait accusé le gouvernement congolais de ne pas respecter son engagement d'intégrer ses combattants à l'armée régulière. La RDC et des experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir les groupes armés, une affirmation démentie par Kigali. Plusieurs pays de la région ont déployé une force conjointe visant à stabiliser la zone. Et puis, j'ai l'annoncé en titre, la coalition de l'opposition Lamuka, le parti Leadership Bonne Gouvernance pour le développement et Ensemble pour la République ont été dans les rues de Kinshasa ce samedi. Plusieurs Kinois se sont réunis autour de Martin Fayulu et de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo pour protester contre l'agression rwandaise et exprimer le soutien aux FRDC qui font face actuellement au M23 dans le Kivu. Blaise Kuzola. La marche organisée par la coalition de l'opposition Lamuka ce samedi 11 mars 2023 dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo a bel et bien eu lieu. À Kinshasa, par exemple, plusieurs Kinois se sont réunis autour de Martin Fayulu, coordonnateur de Lamuka, et de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo pour protester contre l'agression rwandaise. Le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, était représenté par l'ex-ministre des Transports Chérubin Okende. Durant la marche qui est partie du rond-point Gaba, le manifestant ne cessait de scander des chansons contre l'agression dont est victime leur pays de la part du Rwanda via la rébellion du M23.
Plusieurs autres cadres de la Mouka étaient aussi présents. En dépit des altercations signalées entre le militant de l'IDPS de la Mouka, LGD et Ensemble, réprimés par la police à l'aide des gaz lacrymogènes, la procession est arrivée au stade Tata Raphaël, point de chute de la marche comme convenu avec le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Pour rappel, le parti LGD, SID et Ensemble pour la République ont fait bloc pour cette marche. Dans une lettre adressée au gouverneur de Kinshasa le 6 mars, à Goma, où ils doivent rencontrer les acteurs de la vie politique et sécuritaire dans l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire. Bien avant de s'envoler pour le Nord Kivu, la délégation du Conseil de sécurité a rencontré notamment le président de la République, avec qui ils ont parlé du processus électoral, mais surtout de la guerre à l'Est et de ses instigateurs à l'encontre desquels Kinshasa demande des sanctions. Je vous propose de suivre Michel Biang et Nicolas de Rivière sur la question des sanctions. Ils sont respectivement représentants du Gabon et de la France au Conseil de sécurité. Suivez. Sanctions ont un processus. Je suis personnellement chargé du comité de sanctions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la RDC. J'étais ici au mois de novembre avec une délégation entière du Conseil du comité de sanctions, avec un questionnaire qui avait deux principales questions. Première question, est-ce que les sanctions sont utiles? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-on sanctionner? Je voudrais peut-être rappeler comment est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions. Le comité de sanctions est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité, soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Donc nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Mais je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail d'actions qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23 dans l'Est et de l'action des groupes armés, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence et l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc la pression monte, des mesures sont prises et toutes les autres options sont envisageables. Je vous ai parlé des rencontres que la délégation onusienne a eues à Kinshasa pour évaluer la situation du pays. Délice Sanga, président du parti Envol et candidat à la présidentielle, a échangé également avec la délégation de représentants du Conseil de sécurité à Kinshasa, bien avant qu'il ne s'envole pour Goma. Le président d'Envol a fait part aux diplomates de son plan de sortie de crise. Ils ont abordé sur les questions sécuritaires et surtout le processus électoral qui est chancelant selon Sesanga. Cet ancien cadre du MLC a dit à ses interlocuteurs que la solution pour trouver la paix à l'est du pays est de revenir à l'accord cadre d'Addis Abeba. Suivez. Parce que c'est important d'échanger sur la sécurité de notre pays qui est préoccupante pour les Congolais, nos populations à l'est du pays, pour l'ensemble du pays en ce qui concerne la stabilité et le processus électoral que nous avons en cours. Et qu'il faut, avec nos partenaires traditionnels, envisager les solutions à ce problème de sécurité, la restauration de la paix à l'est du pays, mais également trouver les solutions à ce processus électoral qui est chancelant parce que, comme vous le savez, les processus d'enrôlement ne se passent pas correctement comme il se devait. Et donc nous avons échangé sur ces éléments avec les membres du Conseil de sécurité afin de voir quelles sont les pistes qu'il faut entreprendre pour que des solutions soient trouvées. Vous le savez qu'au niveau de l'Envol, nous avons toujours soutenu qu'au niveau du processus électoral, il faut qu'on recompose la CENI, qu'on puisse recomposer la Cour constitutionnelle qui a été irrégulièrement composée et que l'on puisse ajuster la loi électorale pour qu'on retrouve les consensus nécessaires au sein de la classe politique et que d'autre part, ce qui est mené actuellement doit trouver
dans le pays le soutien nécessaire afin que le processus soit mené à bon port dans le respect des délais constitutionnels. Il est hors de question, comme je l'entends aujourd'hui, que les acteurs politiques, les décideurs, marchandent la guerre à l'est du pays pour obtenir un glissement de mandat, parce que sans la stabilité de nos institutions, nous n'aurons jamais de paix et nous n'aurons jamais de sécurité. S'agissant de la sécurité de notre pays, nous continuons à penser que l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 a fourni le cadre justement inclusif qui donne le gros de toutes les solutions à nos problèmes, qui indique également les sources profondes des conflits. Et si nous voulons demain trouver une nouvelle feuille de route qui indique comment rebâtir la paix et la sécurité dans la région, on doit reprendre le chemin de cet accord cadre d'Addis. Processus électoral, puisqu'on en parle, sachez que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec l'ambassadeur de la Suisse en RDC autour des élections à venir. Denis Kadima a expliqué les défis du processus à son hôte. Je vous propose de suivre l'ambassadeur Jasper Sarraute. Il est au micro de Voldy Kenny. Pour moi de rencontrer le président de la CENI, c'était une toute première visite. Vu que je suis assez nouveau dans le pays, c'était une occasion pour faire la connaissance du président de la CENI, pour échanger sur les défis de la CENI. Comme vous le savez, on est dans une année électorale, donc il y en a quelques questions qu'on se pose, et donc c'était une excellente opportunité pour moi d'entendre le président sur les défis que la CENI a aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris, j'étais là pour apprendre, pour écouter, pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a. Mais les élections, c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les organiser. Nous, on est tout d'abord peut-être des observateurs. On a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évoluer. Donc c'est à cause de ça que des élections sont importantes. Elles sont importantes afin de consolider la démocratie aussi ici au pays. Et donc c'est une excellente occasion, voilà, tout d'abord d'écouter les défis et d'apprendre plus sur le processus en cours. Bon. Et puis, Mois de la femme oblige, la rubrique Femme du jour jette son dévolu sur le professeur Nicole Boacha, actuel directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Une femme au parcours exceptionnel qui a percé les sphères politiques et scientifiques jusqu'à occuper les fonctions de doyenne de la faculté des droits à l'université William Booth. Fiston Oleko nous en dit plus. C'est en mi-avril 2021 que le professeur Nicole Boacha a été nommé directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Félix Tshisekedi, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques par une ordonnance présidentielle lue à la chaîne nationale alors qu'elle était conseillère principale du chef de l'État en matière juridique et administrative. Née dans la province du Kasaï oriental, au centre de la RDC, un certain 15 octobre, Nicole Boacha est la fille aînée du professeur Jean Toumba Boacha, l'actuel recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACI consigle, de qui elle a hérité toute sa scientificité, mais aussi la rigueur dans le travail assidu. Elle a passé son enfance et sa jeunesse à Montréal puis à Kinshasa. Bien après, elle obtient son diplôme d'État à l'Institut de Muamba avant de décrocher son diplôme de licence en droit option droit international public à l'Université de Kinshasa, un choix qui a pris les dessus sur le premier, celui de faire les langues. La brillante étudiante n'a pas pu échapper à son destin. Nicole Boacha est retenue assistante à la faculté des droits avant d'être nommée magistrat substitut du procureur de la République au parquet des grandes instances de Gombe. Son côté professionnel n'a pas ébranlé ses ambitions d'atteindre le summum dans le monde scientifique. Elle part en Belgique où, après les études doctorales à l'Université des Grands, elle revient en RDC avec le titre de docteur en droit, option droit international public, avant d'être nommée professeur à l'Université de Kinshasa. Un parcours de combattant qui rime avec sa carrière politique, car elle fut conseillère juridique de la ministre de la Culture et Arts, Juliana Lumumba, sous l'ère Kabila le père. Nicole Boacha est aussi très engagée dans la défense de la cause de la femme, avec un combat prononcé sur l'image de la gente féminine dans la société, mais pas que. Elle est également active dans la défense des plus démunis de son ONG Fondation Nicole Boacha. Place à présent à la page internationale.
C'est un rendez-vous qui était prévu pour le 19 mars. Au Mali, le référendum constitutionnel est finalement reporté. Les autorités de transition ont annoncé un léger report tout en assurant qu'elles respecteraient l'engagement du retour au pouvoir des civils d'ici à 2024. Et donc ici pour leur commentaire. Le 27 février, le président de la transition malienne recevait le projet de constitution présenté comme final, alors que le texte devait être soumis à l'approbation du souverain primeur le 19 mars. Très court pour être fait, le gouvernement malien a annoncé ce vendredi les reports du référendum constitutionnel. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Premier glissement du calendrier électoral dont le point focus est l'élection présidentielle prévue en février 2024. Le scrutin permettra le retour à l'ordre constitutionnel dans un pays dirigé depuis 2020 par le militaire. Vendredi, le porte-parole du gouvernement s'est voulu assurant sur le respect de cette date négociée avec la CEDEAO. Et puis, quittons l'Afrique. Pour l'Asie, Xi Jinping a été réélu à la présidence de la Chine par le Parlement, obtenant ainsi un troisième mandat de 5 ans à la tête du pays. Une décision inédite qui renforce encore sa position de dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong. Les membres de l'Assemblée nationale populaire se sont prononcés à l'unanimité en faveur de Xi Jinping, seul candidat en lice. Suivez. 152 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le score est triomphal au Parlement chinois pour réélire Xi Jinping à la tête du pays. Il n'y avait guère de suspense. Le président sortant était le seul candidat et il a été déjà reconduit à la tête du Parti communiste chinois, l'organe qui détient le vrai pouvoir. Je prête allégeance à la Constitution de la République populaire de Chine. Pour préserver l'autorité de la Constitution, remplir mes obligations légales, être loyal au pays et à son peuple. Xi Jinping entame donc son troisième mandat de 5 ans, après avoir fait supprimer de la Constitution la limite des 2 mandats. Depuis 2013, il ne fait que renforcer son pouvoir et s'est imposé comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao. Poids lourd économique, la Chine est maintenant devenue une puissance militaire qui assume ses ambitions internationales et qui a provoqué des tensions de plus en plus vives avec les États-Unis et qui redoute un conflit auprès de Taïwan. Sur le plan intérieur, Xi Jinping devra aussi gérer la conséquence du Covid et le ralentissement de la croissance économique. C'est la fin de cette édition, mais avant de la refermer complètement, le rappel de différents titres. L'Angola va déployer une unité de son armée en RDC. C'est la présidence de ce pays qui l'annonce. Dans un communiqué, Luanda précise que le déploiement de ses troupes est consécutif à l'échec de cessez-le-feu dans la guerre au nord Kivu. Et puis, vous l'avez encore suivi, Martin Fayoulou, Matata Bono, côte à côte ce samedi à Kinshasa avec leurs militants pour soutenir les FRDC dans la guerre du 1-3 et pour l'intervention de la République et aussi de la partie. La marche avait failli donner lieu à une confrontation sur 3 étapes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.